Bonjour à toutes et à tous. Dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, il y a ce chapitre, le 11e, où une simple cellule de prison se transforme en bien plus que 4 murs. Ça devient une sorte d'archive de la souffrance, un livre écrit par des gens qui n'avaient plus rien à perdre. Alors aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer ensemble les secrets de ces murs. Et tout part de cette idée, de cette phrase du narrateur. Pour lui, la cellule, ce n'est plus seulement une prison. Non, ça devient une espèce de bibliothèque un peu macabre. Chaque pierre, c'est une page. Chaque inscription, c'est un fragment de vie brisé. C'est une image incroyablement puissante et c'est vraiment ça qui lance toute son exploration. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir comment cette cellule devient un livre. Ensuite, on déchiffrera les messages des anciens condamnés. On verra aussi les échos de la grande histoire dans ces graffitis. On fera un petit point sur le style de Hugo, bien sûr, et on terminera avec la vision d'horreur qui conclut le chapitre. Ok, alors, première partie. Imaginez la scène. Le narrateur est seul, dans le noir complet. Impossible de dormir, évidemment. Alors il prend sa lampe et il commence à faire le tour de son cachot, à inspecter les murs. Et c'est là que tout commence. Il réalise que les murs ne sont pas silencieux. En fait, ils parlent. Et ce qui est absolument fascinant, c'est la matérialité de ces messages. Ce n'est pas juste de l'encre sur du papier, non, il y a de tout. Des mots écrits au crayon, à la craie, au charbon, des lettres noires, blanches, grises. Parfois, ce sont de vraies entailles, gravées à même la pierre comme un cri de douleur figé pour toujours. Et puis il y a cette image, terrible et saisissante, des caractères couleur rouille qui, d'après lui, ont l'air d'avoir été écrits avec du sang. Chaque trace, en fait, témoigne d'une urgence, d'un désespoir total. Et face à ce véritable chaos de souvenirs, le narrateur se transforme en une sorte d'archéologue de la douleur. Son but, c'est de tout rassembler, de recomposer un tout, comme il dit, pour redonner vie à ces mots brisés, surtout à l'homme qui se cache derrière chaque nom. C'est vraiment une quête contre l'oubli, une tentative de sauver ces histoires du néant. Allez, on avance. Au-delà des noms et des dates, le narrateur va trouver des choses beaucoup plus personnelles, des traces d'émotions, universelles, qui créent un contraste saisissant avec la froideur de la cellule. Par exemple, il tombe sur des déclarations d'amour. Imaginez, 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche, avec en dessous « amour pour la vie ». Le narrateur, avec son ironie tragique, note que le malheureux ne prenait pas un long engagement. C'est terrible. Un peu plus loin, une autre inscription, toute simple. « J'aime et j'adore Mathieu Danvin, Jax ». C'est poignant, parce que ça nous rappelle que derrière chaque numéro, chaque condamné, il y avait juste un être humain, quelqu'un qui aimait. Mais attention, ces murs ne racontent pas que des histoires intimes, ils sont aussi un miroir de la grande histoire, avec un grand H, l'histoire politique et criminelle de la France de l'époque. Le premier nom qui frappe le narrateur, c'est Papavoine, un criminel assez connu à l'époque. Mais ce qui est incroyable, c'est la façon dont Hugo le décrit. Le P majuscule n'est pas juste un P, non, il est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. C'est fou, non? C'est une trace d'humanité, cette volonté de laisser une belle marque, même au seuil de la mort. Comme si même le monstre voulait laisser une trace d'artiste. Juste à côté, changement de décor total. Un message politique. Vive l'empereur, 1824. Là, on est en plein dans le bonapartisme. C'est un écho direct des troubles politiques qui ont suivi la chute de Napoléon. Ça nous prouve que dans cette prison, il n'y avait pas que des criminels de droit commun. Il y avait aussi des prisonniers politiques. Et puis, un autre nom associé à un tout autre idéal, Bory. Et juste à côté, la République. Et ce nom-là, il va vraiment marquer le narrateur au fer rouge. Parce que Boris, ce n'est pas n'importe qui. C'était l'un des 4 sergents de La Rochelle exécutés pour avoir monté un complot contre la monarchie. C'était un martyr républicain. Et là, pour le narrateur, c'est un véritable choc. Il compare son propre crime, un crime de sang, à celui de Boris, qui est mort pour une idée, pour une rêverie. Cette confrontation est terrible, elle le renvoie à sa propre faute, mais aussi à l'absurdité totale de la peine de mort qui met dans le même sac le criminel et le martyr politique. Maintenant, il faut qu'on s'arrête un instant sur le génie de Hugo. Parce que ce qui rend ce chapitre si puissant, ce n'est pas juste ce qui est écrit sur les murs, c'est la façon dont Hugo le décrit. Son écriture, c'est une arme. Il arrive à nous faire ressentir la violence de la peine de mort à travers les mots eux-mêmes. Alors, regardons ça de plus près. Tout commence avec cette métaphore du livre étrange. C'est la base. Mais Hugo va beaucoup plus loin. Il utilise la personnification. Il parle d'inscriptions mutilées, de phrases démembrées, de mots tronqués. On voit, les mots subissent exactement le même sort que les corps des hommes qui les ont écrits. Et le sommet, le point d'orgue de cette horreur, c'est cette comparaison absolument glaçante. Les mots sont des corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. C'est incroyable, c'est comme si l'ombre de la guillotine planait sur la grammaire, sur la syntaxe elle-même. Bon, le narrateur a exploré tout ce musée des horreurs, il a voyagé dans le passé des autres condamnés, et puis il fait une dernière découverte. Une découverte qui cette fois ne concerne plus le passé, mais son propre futur.
Un futur très, très proche. Et c'est là vraiment que tout bascule. Soudain, il s'arrête. Il écrit « Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. C'est une rupture nette, brutale. L'exploration est finie. Quelque chose l'a littéralement pétrifié. » Le suspense est total. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir de si terrible? Après tous les noms, toutes les histoires, qu'est-ce qui peut être pire? Eh bien, l'horreur, cette fois, n'est plus dans les mots, elle est dans une image. Et la voilà, cette image. Un simple dessin crayonné en blanc dans un coin du mur. La figure de l'échafaud. Son échafaud. Celui qui, comme il le dit, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. À cet instant précis, tout le passé, toutes les histoires des autres, tout ça s'effondre. Il n'y a plus que sa propre réalité, brutale. L'échafaud n'est plus une idée, un concept, c'est son destin. Et la réaction est immédiate. Elle est physique, viscérale. La lampe a failli me tomber des mains. Le choc est tel qu'il perd ses moyens. C'est une fin de chapitre terrible. La lumière, celle de sa lampe, qui lui permettait de lire le passé sur les murs, cette lumière de la connaissance, a bien failli s'éteindre face à la vision aveuglante de son propre avenir. Alors, on termine avec une question pour réfléchir. En faisant parler ces murs, en accumulant toutes ces preuves de vie brisée, d'amour perdu, d'idéaux anéantis, qu'est-ce que Victor Hugo essaye vraiment de nous dire? Est-ce qu'il ne nous montre pas que chaque condamné, peu importe son crime, reste avant tout un être humain? Finalement, ce mur couvert de graffitis, ce musée de la souffrance, ne devient-il pas l'argument le plus puissant de son plaidoyer contre la peine de mort?